La nuit, il y a parfois un moment très simple. La pièce devient silencieuse. Les lumières sont plus basses. Le corps s'allonge enfin, après une journée entière à tenir debout, à marcher, à parler, à porter des choses, à penser trop vite. Et c'est souvent à ce moment-là que le corps se rappelle à nous. Une tension dans le bas du dos, une raideur dans la nuque, une douleur discrète dans une dent, ou juste cette seconde un peu absurde où l'on boit de l'eau de travers, comme si une machine aussi ancienne et aussi complexe que le corps humain pouvait encore se tromper sur un geste aussi banal. Nous sommes une espèce étrange. Nous savons calculer le mouvement des planètes. Nous envoyons des sondes vers Mars. Nous photographions des galaxies si lointaines que leur lumière a voyagé plus longtemps que toute l'histoire de notre espèce. Nous pouvons imaginer des ancêtres que nous n'avons jamais vus et reconstruire leurs gestes à partir d'un os, d'une dent, d'une empreinte dans la pierre. Mais dans le même temps, nous habitons un corps qui se plaint souvent de choses très simples. Notre colonne vertébrale peut faire mal, nos genoux s'usent, nos dents n'ont pas toujours assez de place. La naissance d'un enfant humain est difficile, parfois dangereuse. Notre gorge oblige l'air et la nourriture à partager une zone risquée. Et nos yeux, ces organes qui nous donnent le monde, possèdent même un point aveugle que notre cerveau doit corriger en silence. Si l'on regarde tout cela avec l'intuition d'un ingénieur, quelque chose semble bizarre. Ce corps ne ressemble pas à une machine parfaitement pensée depuis le départ. Il ressemble plutôt à un ancien outil, transformé, réparé, adapté, modifié encore et encore, jusqu'à devenir capable de choses extraordinaires, mais sans jamais perdre toutes ses maladresses. Alors une question apparaît. Elle est un peu dangereuse. Elle est aussi très attirante. Sommes-nous vraiment originaires de la Terre? Si l'être humain appartient vraiment à ce monde, pourquoi son corps semble-t-il parfois si mal ajusté? Pourquoi avons-nous tant de fragilité, tant de détours, tant de compromis? Pourquoi l'animal capable de regarder les étoiles a-t-il autant de problèmes avec son propre dos, ses dents, son sommeil, sa naissance, sa respiration? Ce soir, nous n'allons pas répondre trop vite. Nous allons suivre ces imperfections une par une, non pas comme des preuves faciles, mais comme des traces. Parce que parfois, ce qui semble être un défaut raconte une histoire plus ancienne que nous. Et peut-être qu'au bout du chemin, la réponse sera moins spectaculaire qu'une origine extraterrestre, mais elle sera peut-être plus profonde. Quand on observe certains animaux, leur corps donne une impression de clarté. Un poisson semble fait pour l'eau. Un oiseau semble fait pour l'air. Un cheval porte dans ses jambes l'idée de la course. Une baleine appartient à la mer avec une évidence presque paisible. Bien sûr, aucun animal n'est parfait. La nature n'est pas un catalogue d'objets bien finis. Mais chez beaucoup d'espèces, on sent une direction dominante, une cohérence visible entre le corps, le milieu et le mode de vie. Chez l'être humain, cette cohérence existe aussi. Nos mains sont remarquables. Nos doigts peuvent tenir une pierre, nouer un fil, caresser un visage, dessiner une carte, réparer un moteur ou poser délicatement une lentille sur un instrument scientifique. Notre cerveau est immense par rapport à notre corps. Il permet le langage, la mémoire, la planification, la musique, la peur de mourir, la curiosité, les mathématiques et les histoires que l'on se raconte avant de dormir. Nous sommes aussi une espèce sociale. Nous apprenons les uns des autres. Nous transmettons des gestes. Nous fabriquons de la culture. Et la culture nous transforme en retour. Mais si l'on descend un peu plus bas, si l'on regarde le corps comme une structure matérielle, l'impression devient moins nette. Un adulte humain qui se tient debout à l'air naturel.
Pourtant, ce geste repose sur un équilibre délicat. La tête est lourde, le tronc est vertical. La colonne vertébrale doit maintenir tout cela au-dessus du bassin. Les hanches, les genoux, les chevilles et les pieds doivent supporter le poids, absorber les chocs, corriger les mouvements, garder la stabilité. Ce système fonctionne, mais il fonctionne comme un compromis. La colonne vertébrale humaine n'a pas été dessinée depuis une page blanche pour porter un gros cerveau verticalement au-dessus du bassin. Elle vient d'une histoire plus ancienne. Elle a été courbée, ajustée, renforcée. Elle a hérité de structures qui existaient avant notre manière de marcher. Et cela se paye. Le mal de dos n'est pas seulement une petite plainte moderne. Il ressemble aussi à une vieille facture évolutive. Beaucoup d'humains, à des moments différents de leur vie, sentent que cette colonne est à la fois une merveille et une faiblesse. Les genoux racontent quelque chose de semblable. Ils nous permettent de marcher longtemps, de courir, de monter, de descendre, de nous relever. Mais ils subissent des charges énormes, surtout dans un corps qui se tient debout sur 2 membres seulement. Puis il y a les dents. Les dents paraissent simples, presque ordinaires. Pourtant, elles portent une histoire profonde. Beaucoup de personnes doivent un jour faire enlever leurs dents de sagesse. Elles arrivent tard, parfois de travers, parfois sans assez d'espace. Elles provoquent douleur, inflammation, pression, infection. Une question se pose alors tout doucement. Pourquoi avons-nous encore des dents qui n'ont pas toujours la place de pousser? Pourquoi notre bouche semble-t-elle parfois trop petite pour son propre plan? Puis il y a la gorge. Nous parlons. C'est l'un des plus grands pouvoirs humains. Mais parler, respirer et avaler demandent une coordination délicate. L'air et la nourriture passent presque l'un de l'autre. La plupart du temps, tout se passe bien. Et puis un jour, un verre d'eau suffit pour rappeler que cette zone n'est pas sans danger. La parole a un prix. Mime nos yeux que nous imaginons comme des fenêtres parfaites sur le monde ont leur étrangeté. Ils possèdent un point aveugle, une zone où l'information visuelle manque. Nous ne le remarquons presque jamais, parce que le cerveau complète l'image. Mais le fait demeure. Notre vision, si impressionnante, contient une petite absence. Pris séparément, chacun de ces exemples peut s'expliquer. Mais lorsqu'on les rassemble, une impression plus troublante apparaît. L'être humain est capable d'art, de science, de compassion, de guerre, de poésie et de fusée. Et pourtant, son corps semble rempli de bricolage, comme si notre puissance venait avec une grande quantité de pièces anciennes, comme si nous étions moins un produit fini qu'un long montage vivant. Ce contraste est peut-être l'une des raisons pour lesquelles notre espèce se raconte autant d'histoires sur son origine. Nous sentons notre intelligence comme quelque chose de presque trop grand pour nous. Nous pouvons imaginer la fin de l'univers, mais nous oublions de boire de l'eau. Nous pouvons construire des machines qui mesurent le temps avec une précision inimaginable. Mais notre propre sommeil se dérègle pour une lumière trop vive, une inquiétude, un message reçu trop tard. Nous avons des pensées qui montent très haut, et des corps qui restent faits de chair, de tendons, d'os, de nerfs, de fatigue. C'est peut-être cela qui rend la question si profonde. Elle ne parle pas seulement de biologie, elle parle aussi de l'étrange sensation d'habiter un corps qui est à la fois nous-mêmes et plus ancien que nous. Un corps que nous utilisons comme si nous en étions les propriétaires, alors qu'il est peut-être davantage un héritage vivant, parfois magnifique, parfois inconfortable. Et la nuit, quand le monde ralentit, cet héritage devient plus perceptible.
On sent les articulations, on sent la respiration, on sent les battements du cœur. On sent que la conscience n'est pas suspendue dans le vide. Elle repose sur une architecture fragile. Et cette architecture a une histoire. Pour comprendre ce sentiment d'inadaptation, il faut revenir à quelque chose de si quotidien que nous n'y pensons presque jamais. Se tenir debout, marcher sur deux jambes. L'être humain marche ainsi depuis si longtemps que ce geste nous semble évident. Un enfant qui apprend à marcher recommence, en quelques mois, une histoire qui a demande des millions d'années. Il tombe, se relève, cherche l'équilibre, avance les bras, hésite, recommence. Et puis, un jour, cela devient naturel. Mais naturel ne veut pas dire simple. Chez beaucoup de mammifères, le poids du corps est reparti sur 4 membres. Le dos ressemble davantage à une poutre horizontale. Les forces sont distribuées. La colonne ne doit pas porter tout le corps comme une tour. Chez nous, cette tour s'est redressée. La tête est en haut. La colonne est au centre. Le bassin devient une base. Les jambes deviennent les piliers du mouvement. Cette transformation donne des avantages immenses. Les mains ont été libérées. Elles n'étaient plus seulement nécessaires pour porter le corps. Elles pouvaient transporter un enfant, cueillir, lancer, fabriquer, tenir un outil, entretenir le feu, construire un abri, plus tard écrire, mesurer, peindre, opérer, jouer du piano. La position debout a aussi changé notre regard. Elle élève notre champ de vision. Elle a peut-être aidé nos ancêtres à se déplacer sur de longues distances, à voir plus loin, à économiser certaines énergies, à survivre dans des paysages changeants. Mais l'évolution n'est pas un ingénieur qui efface tout pour recommencer proprement. Elle travaille avec ce qui existe déjà. Un os ancien change un peu de forme. Un muscle prend un nouveau rôle. Une articulation supporte une contrainte différente. Une structure qui servait à une chose devient utile pour une autre. Et si cela suffit pour vivre, se reproduire et transmettre, alors le système continue. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être assez bon. C'est peut-être l'une des idées les plus importantes de cette histoire. Notre corps n'est pas la solution idéale à un problème abstrait. Il est une solution qui a tenu assez longtemps. La colonne humaine en est un bon exemple. Sa forme en Z aide à maintenir l'équilibre. Elle place la tête et le tronc au-dessus du bassin. Elle permet une marche souple, des mouvements variés, une posture debout. Mais cette forme concentre aussi des pressions. Le bas du dos porte beaucoup. Les disques, les muscles, les ligaments et les nerfs doivent travailler sans cesse. Dans le monde moderne, cette vieille structure rencontre un environnement nouveau. Des chaises, des écrans, des voitures, des heures immobiles, des gestes répétitifs, des nuits parfois trop courtes. Alors la douleur apparaît. Ce n'est pas seulement une erreur de posture. C'est aussi la rencontre entre une histoire ancienne et un monde très récent. On peut dire la même chose des pieds. Le pied humain est une merveille discrète. Il possède une arche, des os nombreux, des tendons, une capacité d'absorption et de propulsion. Il nous permet de marcher, de courir, de tenir debout sans y penser. Mais lui aussi est un compromis. Il peut se fatiguer, il peut se déformer. Il dépend de chaussures, de sol, d'habitude, de poids, de mouvement. Il porte chaque jour une crainture qui n'est plus tout à fait celle des savanes, des forêts ou des longues migrations. Se tenir debout nous adonne le monde, mais cela ne nous a pas rendus invulnérables. Chaque pas est une victoire ancienne, et parfois, chaque douleur est son écho. Il est important de noter que cette douleur n'est pas une condamnation. Le corps humain est aussi remarquablement adaptable. Il apprend les gestes. Il se renforce avec l'usage.
il se réparait en partie, il trouve des équilibres nouveaux. Une personne peut améliorer sa posture, bouger davantage, dormir mieux, marcher plus souvent, respirer plus calmement et sentir que cette vieille structure devient plus habitable. Mais même quand tout va bien, le compromis reste là. Il est inscrit dans la forme. Il est inscrit dans le fait que nous sommes debout, avec un cerveau lourd, un regard lève, 2 mains libres et tout le poids de notre histoire au-dessus de 2 pieds. En ce sens, notre fragilité n'annule pas notre réussite. Elle l'accompagne, elle dit simplement que chaque avantage a un envers. La main libre a son prix, le regard lointain a son prix, la marche debout a son prix. Et ce prix n'a pas été décidé par quelqu'un. Il est apparu lentement dans la matière même du vivant. Si la colonne vertébrale raconte le prix de la marche debout, la naissance raconte un autre compromis, plus intime et plus vertigineux. La naissance humaine est difficile. Elle l'a toujours été. Un bébé humain vient au monde dans un état de grande dépendance. Il ne marche pas. Il ne peut pas se nourrir seul. Il ne peut pas se protéger. Pendant longtemps, il a besoin d'adultes, de gestes, de chaleur, de voix, de patience. Et pourtant, malgré cette arrivée si incomplète, l'accouchement humain reste l'un des passages les plus exigeants du vivant. Pourquoi ? Parce que 2 grandes tendances de notre histoire se rencontrent au même endroit. D'un côté, notre cerveau a grandi. Un cerveau plus grand signifie une tête plus grande, surtout chez le nouveau N. Ce cerveau est lié à nos capacités les plus humaines. Apprendre, communiquer, imaginer, anticiper, couper, inventer des outils, construire des mythes, poser des questions sur l'origine de la vie. De l'autre côté, nous marchons debout. Le bassin humain ne peut pas être seulement un passage pour la naissance. Il doit aussi soutenir le corps. Il doit lier la colonne aux jambes. Il doit participer à l'équilibre, à la marche, à la course, à la stabilité. Si le bassin devenait simplement très large, sans limite, d'autres fonctions seraient touchées. Alors le corps trouve une solution. Pas une solution parfaite. Une solution possible. Le bébé doit passer par un canal relativement étroit. La tête doit s'orienter, tourner, avancer. Le corps de la mère doit faire un travail énorme. La naissance devient un événement biologique, social, émotionnel, parfois médical, souvent accompagne. Vu de loin, on pourrait être tenté de poser une question spectaculaire. Si nous étions vraiment faits pour la Terre, pourquoi venir au monde serait-il si difficile ? Mais la science invitait à un regard plus patient. La vie n'optimise pas chaque fonction séparément. Elle négocie. Elle négocie entre marcher et naître, entre grand cerveau et bassin porteur, entre maturité du bébé et possibilité du passage, entre la survie de la mère, celle de l'enfant et les contraintes d'un corps qui a déjà une longue histoire. La naissance humaine ressemble donc à une porte étroite. D'un côté, il y a le risque. De l'autre, il y a le cerveau qui deviendra peut-être un jour conscience, langage, mémoire, amour, peur, chant, science. Chaque être humain qui écoute ces mots et passe par cette porte, d'une manière ou d'une autre. Avant de poser des questions sur les étoiles, nous avons tous commencé par ce passage. Et ce passage, lui aussi, nous rappelle quelque chose. Nous ne sommes pas des esprits déposés dans un corps idéal. Nous sommes des corps vivants, traversés par des contraintes anciennes. Certaines imperfections du corps sont immenses. Elles concernent la colonne,
le bassin, la naissance, la marche. D'autres sont beaucoup plus petites. Une dent par exemple. La dent de sagesse a quelque chose de presque comique si elle ne faisait pas parfois si mal. Elle arrive tard. Elle pousse quand la bouche semble déjà terminée. Elle se présente comme un dernier invité à une table où toutes les places sont prises. Chez certaines personnes, elle sort sans problème. Chez d'autres, elle reste bloquée. Elle pousse de travers. Elle appuie sur les autres dents. Elle s'infecte. Elle oblige à consulter, à opérer, à les faire enlever. Alors on peut se demander, pourquoi garder une dent qui semble si souvent inutile? Pourquoi la bouche humaine n'est-elle pas mieux organisée? La réponse se trouve dans notre ancien monde. Nos ancêtres et les espèces proches qui les ont précédés ne vivaient pas avec la même alimentation que nous. Les nourritures étaient plus dures, plus fibreuses, moins préparées, moins coupées, moins cuites, moins transformées. Les mâchoires travaillaient davantage. Les dents s'usaient autrement. Une molaire supplémentaire pouvait avoir une valeur. Puis les outils sont entrés dans l'histoire. Le feu est entré dans l'histoire. La cuisson a changé la texture des aliments. La coupe, le broyage, la préparation, la culture alimentaire ont modifié le travail de la bouche. Les mâchoires ont changé. Les visages ont changé. Le développement, l'alimentation, les habitudes ont créé un nouveau contexte. Mais le corps ne supprime pas toujours immédiatement les anciennes pièces. Une structure peut rester, même si elle n'est plus aussi utile qu'avant. Elle peut devenir variable. Chez l'un, elle ne dérange presque pas. Chez l'autre, elle provoque un problème. La dent de sagesse n'est donc pas une preuve que le corps humain serait mal adapté à la terre. Elle ressemble plutôt à un souvenir, un petit fragment d'ancien monde gardé dans la bouche. C'est une idée étrange, mais douce, d'une certaine manière. Quand une dent de sagesse pousse, ce n'est pas seulement un accident moderne. C'est une vieille histoire qui revient dans un espace devenu trop étroit, un peu comme une ancienne porte dans une maison rénovée. Elle n'est plus vraiment pratique, mais elle rappelle que la maison existait avant nous. Et cette idée peut être étendue à beaucoup d'autres détails. Notre appétit, par exemple, n'est pas seulement une affaire de volonté. Il vient d'un monde où les calories étaient précieuses, où le sucre et le gras étaient rares, où manger assez pouvait être une question de survie. Dans ce monde-là, des préférences fortes pouvaient aider. Dans le nôtre, elles peuvent piéger. Le corps ne sait pas toujours que l'environnement a changé aussi vite. Il réagit encore avec des outils anciens. Il cherche l'énergie, il garde la peur, il économise l'effort, il nous pousse parfois vers ce qui était utile autrefois, même quand cela devient trop facile aujourd'hui. Là encore, ce n'est pas une preuve d'origine lointaine, c'est une preuve de décalage temporel. Nous ne sommes pas seulement dans un lieu, nous sommes aussi dans une époque. Et parfois, notre corps semble appartenir à une époque plus ancienne que notre vie quotidienne. Il y a dans le corps humain des détails qui semblent presque absurdes quand on les découvre pour la première fois. Le point aveugle de l'œil en fait partie. Nous avons l'impression de voir un monde continu. Devant nous, les formes, les couleurs, les mouvements paraissent remplir l'espace. Mais dans chaque œil, il existe une zone où le nerf optique quitte la rétine. À cet endroit, il n'y a pas de cellules sensibles à la lumière. Une absence minuscule. La plupart du temps, le cerveau la cache. Il complète. Il invente la continuité. Il utilise les informations autour, l'autre œil, l'habitude, la prédiction. Et nous croyons voir simplement le monde tel qu'il est. Si l'on pense à une caméra, cela paraît étrange. Pourquoi placer une sortie de câble dans la surface même qui doit recevoir l'image?
Mais un œil n'est pas une caméra conçue en usine. C'est un organe vivant, issu d'une histoire de développement, de contraintes, de transformation. Ce qui paraît maladroit aujourd'hui peut venir d'un chemin ancien qui a fonctionné assez longtemps pour être conservé. La gorge raconte une autre histoire. La parole humaine est une merveille. Une voix peut avertir, consoler, transmettre un savoir, raconter un souvenir, chanter une berceuse, mentir, promettre, prier, enseigner. Mais la parole n'est pas séparée du reste du corps. Elle partage une zone avec la respiration et la déglutition. L'air et la nourriture passent dans des voies proches. Un système de clapets, de muscles et de réflexes doit coordonner tout cela. La plupart du temps, il réussit. Mais pas toujours. Une seconde d'inattention, un rire au mauvais moment, une gorge sèche, une gorge fatigue, et l'on tousse. Le corps sonne l'alarme. Respirer, manger, parler, 3 fonctions essentielles, rassemblées dans une région très complexe. Là encore, le corps ne ressemble pas à un schéma parfait. Il ressemble à une négociation. Et puis il y a ce fameux exemple que l'on cite souvent quand on parle de mauvais design. Le nerf larynge ressurrant. Ce nerf participe au fonctionnement du larynx. Pourtant, chez les mammifères, son trajet n'est pas direct. Il descend vers la poitrine, passe autour de structures vasculaires, puis remonte vers la gorge. Chez une girafe, ce détour devient presque spectaculaire. Chez l'humain, il reste moins impressionnant, mais l'idée est la même. Si l'on imaginait un câble à poser dans une machine, on choisirait sans doute un chemin plus court. Alors pourquoi ce détour? Parce que le corps n'est pas câble une fois pour toutes à l'âge adulte. Il se développe. Pendant le développement embryonnaire, les structures changent de position. Le cœur, les vaisseaux, le cou, la poitrine, les nerfs, tout cela se transformait selon une séquence héritée. Le trajet final est lié à cette histoire du développement et à des formes plus anciennes du corps vertèbre. Cela ne signifie pas que le corps est stupide. Cela signifie qu'il est historique. Il porte les traces de chemin pris avant lui. Si le corps était une ville, toutes les rues ne seraient pas dessinées par un urbaniste moderne sur un terrain vide. Certaines suivraient d'anciens sentiers. D'autres contourneraient une rivière disparue. D'autres encore garderaient la forme d'un mur qui n'existe plus. La ville fonctionne, mais elle raconte son passé dans ses détours. Le corps humain fait la même chose. À ce stade, la question de départ revient naturellement. Si le corps humain contient autant de compromis, pourquoi ne pas imaginer quelque chose de plus radical? Peut-être que nous ne venons pas vraiment d'ici. Peut-être que la Terre n'est pas notre lieu d'origine. Peut-être que ses défauts, ses douleurs, ses fragilités sont les marques d'une espèce mal adaptée à sa planète d'accueil. L'idée est puissante. Elle transformait les douleurs ordinaires en indices. Elle transformait l'imperfection en mystère. Elle donne à nos faiblesses une dimension cosmique. Un mal de dos n'est plus seulement un mal de dos. Il devient le signe d'une histoire cachée. Une dent de sagesse n'est plus une dent de trop. Elle devient une anomalie. Une naissance difficile n'est plus un compromis évolutif. Elle devient une question ouverte vers les étoiles. On comprend pourquoi ce genre de récit nous attire. Les humains aiment les histoires où ils ne sont pas seulement des animaux parmi d'autres. Nous aimons l'idée d'être spéciaux. Nous aimons penser que notre solitude a peut-être une raison secrète. Si nous venions des étoiles, alors notre impression d'être parfois étrangers au monde prendrait un sens nouveau. Nous serions des voyageurs oubliés, des enfants d'un ailleurs, des consciences déposées sur une planète qui n'était pas entièrement faite pour nous. C'est une belle histoire.
Mais une belle histoire n'est pas encore une explication. La science ne demande pas seulement si une idée est fascinante. Elle demande ce que cette idée permet de vérifier. Si l'être humain venait réellement d'une origine biologique extérieure à la Terre, où verrait-on la rupture? Dans l'ADN? Dans les cellules? Dans le code génétique? Dans les protéines? Dans les fossiles? Dans le développement de l'embryon? Dans notre rapport aux autres espèces? Une espèce vraiment étrangère à la vie terrestre devrait laisser des traces d'étrangeté profonde. Elle devrait ressembler à un livre écrit dans une autre langue, glisse au milieu d'une bibliothèque où tous les autres volumes partagent la même grammaire. Or, quand on ouvre le corps humain, ce n'est pas ce que l'on trouve. Nous ne sommes pas un livre venu d'une autre bibliothèque. Nous sommes écrits dans la même langue biologique que le reste du vivant terrestre, avec nos phrases propres, avec nos chapitres récents, mais avec une grammaire très ancienne. L'être humain n'apparaît pas seul. Il apparaît dans une famille. Pas seulement une famille symbolique, mais une famille biologique. Nous partageons beaucoup avec les chimpanzés et les bonobos. Nous partageons encore plus largement des structures avec les autres primates. Plus loin, nous sommes des mammifères. Plus loin encore, des vertèbres. Plus loin encore, des animaux, des organismes eucaryotes, puis des vivants liés à une histoire moléculaire commune. Notre ADN ne ressemble pas à un document tombé du ciel. Il ressemble à une archive de parenté. Il contient des ressemblances, des différences, des sincérités, des mutations, des traces de sélection, des éléments qui se comprennent mieux quand on les place dans l'arbre du vivant. Cet arbre n'est pas parfaitement simple. Il n'est pas une ligne droite qui irait d'une forme primitive vers nous, comme si nous étions le but de tout. Il ressemble plutôt à une grande ramification. Des branches apparaissent, certaines continuent, d'autres disparaissent, certaines se croisent dans l'histoire des populations, d'autres ne laissent que des fragments. Les fossiles racontent aussi cette complexité. L'évolution humaine n'est pas une marche triomphale où chaque être serait plus parfait que le précède. C'est un paysage de formes différentes, des espèces humaines anciennes, des parents proches, des essais biologiques, des adaptations locales, des disparitions, des mélanges. La marche debout, par exemple, n'est pas arrivée en même temps que tout le reste. Des fossiles comme Lucie nous rappellent que le bipède existait déjà avant l'expansion spectaculaire du cerveau moderne. Autrement dit, l'être humain n'a pas reçu d'un seul coup la station debout, l'intelligence, les outils, le langage et la culture. Les traits sont apparus par étapes. Un changement dans le bassin, un changement dans la marche, puis d'autres changements dans la main, la dentition, le cerveau, les comportements, les groupes, les outils. L'environnement influence le corps. Le corps permet certains comportements. Les comportements changent les pressions de sélection. La culture transformait ensuite l'environnement auquel le corps doit répondre. C'est plus lent qu'une histoire de vaisseau spatial, c'est moins spectaculaire, mais c'est plus riche en traces. Si nous étions biologiquement extérieurs à la Terre, notre corps aurait du mal à s'emboîter dans cette histoire. Pourtant, il s'y emboîte partout. Nos os parlent le langage des primates. Nos dents parlent le langage des mammifères. Notre embryon se développe selon des logiques partagées avec d'autres vertèbres. Nos maladies, nos microbes, nos parasites, nos cellules, nos gènes, tout cela nous relie au vivant terrestre. Même nos douleurs ne sont pas isolées. Elles s'expliquent souvent mieux quand on comprend le chemin qui nous a formés. Nous ne sommes pas une pierre étrangère posée sur le sol. Nous sommes une branche nouvelle sur un arbre très ancien.
Une branche étrange, consciente, parfois arrogante, souvent inquiète, mais une branche tout de même. Alors, sommes-nous vraiment originaires de la Terre? La réponse dépend peut-être de ce que l'on entend par originaire. Si cela signifie, sommes-nous parfaitement adaptés à chaque aspect de notre monde actuel? Alors non, pas vraiment. Nous ne sommes pas parfaitement adaptés aux villes modernes, aux écrans tard dans la nuit, aux aliments très caloriques disponibles partout, au travail immobile, au bruit constant, à l'anxiété diffuse, à la lumière artificielle, à l'abondance d'informations. Notre corps vient d'un monde où il fallait bouger davantage. Il vient de milieux où l'énergie n'était pas toujours disponible. Il vient de dangers souvent immédiats, pas de soucis abstraits qui durent des mois. Il vient de nuits plus sombres, de rythmes plus liés au jour, de groupes plus petits, de paysages plus physiques. Alors oui, nous pouvons nous sentir mal ajustés. Notre goût pour le sucre et le gras, utile dans un monde de rareté, devient dangereux dans un monde d'abondance. Notre système de stress, utile pour répondre à une menace courte, s'épuise quand la menace devient sociale, économique, mentale, continue. Notre sommeil, fragile et profond, se heurte à la lumière bleue, aux notifications, aux horaires, aux pensées qui ne veulent pas s'éteindre. Notre colonne faite pour bouger reste assise. Nos yeux, faits pour varier les distances et la lumière, fixent parfois des surfaces proches pendant des heures. Tout cela donne une impression d'étrangeté, comme si nous n'étions pas faits pour le monde dans lequel nous vivons. Mais ce monde moderne n'est qu'une couche très récente de la Terre. La Terre qui nous a formes n'était pas celle des bureaux, des voitures, des supermarches, des chambres éclairées à minuit. Elle était faite de forêts, de savanes, de glaciations, de migrations, de faim, de feu, de coopération, de soins, de peur, de patience, de marche, de silence et de nuit réelle. Notre malaise ne prouve donc pas que nous venons d'ailleurs. Il montre plutôt que nous portons en nous un âge profond. Nous sommes anciens dans un monde récent. C'est peut-être pour cela que le corps humain semble parfois si contradictoire. Il peut fabriquer un satellite, mais il a besoin de sommeil. Il peut penser à l'infini, mais il a mal au dos. Il peut comprendre l'ADN, mais il porte encore des dents qui viennent d'un autre régime alimentaire. Il peut parler de métaphysique, mais il peut aussi s'étouffer avec une gorge mal coordonnée. Ce n'est pas une honte, c'est une histoire. Nous sommes terrestres, non pas parce que nous serions parfaits, mais parce que nous sommes pleins de traces. Un corps parfaitement conçu pour une seule fonction, sans détour, sans héritage, sans reste, sans contradiction, serait peut-être plus suspect. Notre corps, lui, est imparfait d'une manière très terrestre. Il ressemble aux rivières qui changent de lit, aux montagnes qui gardent la trace d'anciennes mers, aux continents qui se déplacent lentement, aux couches de roches où chaque époque laisse quelque chose. Nous aussi, nous sommes faits de couches. Une couche de vertèbres, une couche de mammifères, une couche de primates, une couche d'hominines, une couche de culture, une couche de modernité. Et quelque part, tout en haut de ces couches, une conscience qui demande dans le noir. D'où venons-nous? Cette conscience, elle aussi, n'est pas séparée du reste. Nos questions les plus abstraites naissent dans un cerveau biologique. Elles dépendent de neurones, de sang, d'oxygène, de sommeil, de souvenirs, d'hormones, de sensations. Même l'idée d'une origine cosmique passe par un organe terrestre. C'est une pensée vertigineuse. Quand nous imaginons un autre monde, c'est encore la Terre qui imagine à travers nous.
Quand nous demandons si nous venons d'ailleurs, c'est un corps fait de molécules terrestres, d'eau, de carbone, de calcium, de sel et de temps qui pose la question. Cela ne rend pas la question moins belle. Au contraire, cela la rend plus intime. Nous ne sommes pas de simples observateurs de la Terre. Nous sommes une manière, pour la Terre, de devenir consciente d'elle-même pendant un instant, une manière imparfaite, une manière nerveuse, fatigable, parfois perdue, mais une manière capable de regarder ses propres défauts et d'y lire une origine. La nuit avance. Le corps commence peut-être à devenir plus lourd. La respiration ralentit. Les muscles relâchent un peu leur vigilance. La colonne n'a plus besoin de porter la journée de la même manière. Les dents ne mâchent plus. La gorge laisse seulement passer l'air. Les yeux, avec leur pointe aveugle et leur merveille, se ferment. Ce corps n'est pas parfait. Il est plein de compromis, plein de détours, plein de vieilles structures qui continuent à fonctionner, parfois bien, parfois moins bien. Il porte des douleurs, des risques, des limites. Mais c'est aussi ce corps qui nous permet de poser la question : d'où venons-nous ? Peut-être que la réponse n'a pas besoin d'un secret cache dans les étoiles. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'un grand complot, ni d'une origine interdite, ni d'une preuve spectaculaire. Peut-être qu'une partie de la réponse est déjà écrite dans ce que nous oublions chaque jour, dans la pression du dos, dans l'espace trop étroit de la mâchoire, dans la difficulté de la naissance, dans le point aveugle de l'œil, dans cette gorge où la parole et le souffle partagent une frontière fragile, dans ce nerf qui fait un détour parce que le corps n'a pas été construit en une seule fois. Ces imperfections ne nous expulsent pas de la terre, elles nous y rattachent. Elles disent que nous ne sommes pas apparus comme un objet neuf, posé dans le monde. Nous avons grandi hors du temps, hors de la matière vivante, hors d'anciennes formes, hors de contraintes que nous n'avons pas choisies. Nous sommes forts et fragiles, intelligents et maladroits, capables de lever les yeux vers les galaxies, puis de nous souvenir soudain que notre cou est raide, que notre dos est fatigué, que notre corps demande simplement du repos. Alors, à la question « Sommes-nous vraiment originaires de la Terre ?» La réponse ne peut être ni un oui triomphant, ni un non inquiétant. Elle ressemble plutôt à une phrase plus calme. Oui, nous appartenons à cette terre, mais nous ne lui appartenons pas parfaitement. Nous appartenons à son histoire, à ses essais, à ses lenteurs, à ses accidents, à ses longues transformations. Nous sommes une tentative de la terre, une tentative capable de douleur, de mémoire, de peur, de tendresse et de rêve. Et ce soir, avant de dormir, nos défauts peuvent être devenir autre chose que des problèmes. Ils peuvent devenir des traces, des témoignages, des chemins anciens qu'on conserve dans un corps qui respire encore. La journée s'éloigne. Le monde devient plus doux. Le corps n'a pas besoin d'être parfait pour être habitable. Il peut simplement se poser, respirer, laisser passer une pensée puis une autre, et garder, quelque part dans le silence, cette idée presque apaisante. Nous venons être de très loin, mais ce très loin n'est pas forcément au-delà des étoiles. Il est aussi dans la profondeur de la terre, dans la profondeur du vivant, dans la profondeur du temps. Et pour cette nuit, cela suffit. Demain, peut-être, le corps recommencera. Il se levera avec ses habitudes, ses raideurs, ses forces, ses petites protestations. Il portera encore la tête, les souvenirs, les projets, les inquiétudes. Il marchera sur deux pieds, comme si cela allait de soi. Il parlera avec une gorge délicate.
Il verra le monde avec des yeux qui complètent ce qu'il ne voit pas. Il mangera avec une bouche où l'ancien monde n'a pas entièrement disparu. Et peut-être qu'en y pensant doucement, tout cela paraîtra moins absurde, pas parfait, mais cohérent, non pas cohérent comme une machine neuve, cohérente comme une vieille histoire qui continue. Alors, s'il reste une dernière image avant le sommeil, ce peut être celle-ci. Un être humain allonge dans la nuit, fait de poussière ancienne, de cellules patientes, de détours, de mémoire, de défauts, et pourtant capable de se demander d'où il vient. Puis la question s'éloigne un peu. La respiration reste, le silence revient, et le corps, imparfait mais vivant, fait ce qu'il fait depuis toujours. Il continue.